Africaines, Africains, Mauritaniennes, Mauritaniens, salam alaikum. En ce vendredi 22 août 2025, je voudrais, en guise de première prise de parole, dénoncer le rôle trouble joué par l'actuel gouvernement mauritanien aux côtés de l'Ukraine et des groupes terroristes dans la déstabilisation du Sahel. De nombreuses informations incontestables à notre disposition nous permettent aujourd'hui de pointer du doigt le régime mauritanien d'El Ghazouani pour son rôle nocif dans l'expansion du terrorisme dans le Sahel et son association criminelle avec les forces armées ukrainiennes. Et ce que nous allons dire ici, nous nous baserons essentiellement sur des faits. Je dis bien des faits. Les Africains ne nous ont pas appelés en vain le docteur des preuves. Le docteur des preuves, parce que nous sommes connus pour n'avancer que sur la base de ce que nous avons vérifié. Quand nous allumons nos caméras, Facebook, YouTube, TikTok, c'est pour parler de ce que nous savons. Car savoir, comme le disait Alain, philosophe de Normandie, c'est savoir qu'on sait quand on sait et qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. En effet, quand on sait qu'on sait, on montre comment on sait qu'on sait. Et quand on sait qu'on ne sait pas, on reconnaît qu'on ne sait pas et on se tait. On cherche. Nous sommes en capacité de pointer, sans risque d'être contredit par qui que ce soit, les autorités mauritaniennes actuelles pour leur participation active à l'expansion du terrorisme dans le Sahel. Quelles sont les preuves à partir desquelles nous affirmons cela? Premièrement, nous voudrions rappeler à l'ensemble de l'opinion africaine et internationale les révélations qui ont été faites en juillet 2024 par l'ambassadeur d'Ukraine en Mauritanie et par des dirigeants du système de défense et de sécurité ukrainien. Ces déclarations avaient été publiées sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Selon ces déclarations, les attaques terroristes de Tin Zawaten à la fin du mois de juillet 2024 contre les troupes maliennes et leurs alliés russes au nord du Mali avaient été coordonnées par l'Ukraine, Al-Qaïda, l'État islamique et leurs alliés en Afrique de l'Ouest, tout comme au niveau du Sahara, avaient été explicitement cités comme base arrière de cette opération l'Algérie, la Mauritanie et le Sénégal. Faut-il rappeler aux uns aux autres qu'à cette occasion, le régime sénégalais de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et d'Ousmane Sonko se contentaient de faire des remontrances verbales à l'ambassadeur ukrainien basé au Sénégal, alors que les relations diplomatiques étaient rompues par tous les pays de l'Alliance des États du Sahel avec l'Ukraine, dès lors que l'Ukraine assumait sa participation à l'activité terroriste contre les peuples africains en tant que suppôt de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mauritaniennes, Mauritaniens, Africaines, Africains, je vous invite à noter que ça s'appelle la preuve 1, citée par le docteur des preuves. Qui est capable de contester cette preuve 1? Personne. Puisque cette preuve a été estampillée par le gouvernement ukrainien lui-même, puisque ce sont des officiels ukrainiens qui ont révélé leur participation en bonne intelligence avec la Mauritanie et l'Algérie, et les organisations terroristes Al-Qaïda et État islamique créées par l'OTAN pour attaquer le Mali et attaquer plus largement l'Afrique. Vous pouvez noter, preuve 1, donnée par le gouvernement ukrainien. Je voudrais que ce soit écrit sous cette vidéo. Preuve 1 de l'implication de l'Algérie
de la Mauritanie et indirectement du Sénégal comme base arrière de l'opération de Tinzaouaten. Cette preuve a été donnée par l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, en compagnie d'un directeur de l'administration des services centraux de sécurité ukrainiens. Le lieu où la preuve fut publiée, c'est le site Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Qui peut contredire ça? Que celui qui est capable de contredire cette preuve produise ici l'argument et la contre-preuve. Mais je passe à la preuve numéro 2. Je passe à la preuve numéro 2. La preuve numéro 2 nous a été paradoxalement donnée par une journaliste française qui est autrice, ou si vous voulez, auteur d'un reportage de France Télévisions, un reportage sur le Mali. Cette journaliste dont nous avons donné ici une émission, je vais retrouver son nom, reportage sur le Mali, Mali, reportage France Télévisions. Voilà, sous le titre « La guerre perdue contre le terrorisme ». La guerre perdue contre le terrorisme. C'est ce reportage-là, je pense, oui. La guerre perdue contre le terrorisme. Il y a une journaliste qui a fait ce reportage. Guerre au Mali, la guerre perdue contre le terrorisme. C'est la dernière qu'on ait eue. Je vous redonnerai le nom exact de la journaliste. Cette journaliste, en tout cas, affirmait ceci, que pour observer le combat des groupes terroristes et des soi-disant indépendantistes du Front de libération de l'Azawad, elle était entrée en territoire malien en compagnie des groupes terroristes Al-Qaïda et État islamique et du soi-disant Front de libération de l'Azawad. Et cette journaliste, je pense qu'elle s'appelle Anne-Fleur Lespio, le nom me revient maintenant, avait précisé qu'elle était entrée avec les groupes terroristes en territoire malien en partant de la Mauritanie. Vous notez la deuxième preuve. Une journaliste documentariste française de France Télévisions a avoué, elle s'appelle, je pense, Anne-Fleur Lespio, L-E-S-P-I-A-U-L-T, le nom m'est revenu. Elle a avoué être entrée au Mali, dans le territoire malien, sans visa malien, accompagnée par les groupes terroristes et les soi-disant rebelles sécessionnistes du Front de libération de l'Azawad. Et elle a précisé qu'elle est entrée au Mali en provenance de la Mauritanie, ce qui permet d'établir que la Mauritanie est la base arrière des groupes terroristes qui pénètrent pour frapper au Mali et où ces groupes terroristes peuvent se réfugier en repli pour pouvoir bénéficier des soins, du logement, de la restauration et de la couverture médiatico-diplomatique. Donc, vous notez, preuve numéro 2. Preuve numéro 2, donnée par la journaliste documentariste Anne-Fleur Lespio. Elle avoue avoir violé le territoire de la République du Mali à partir de la République de Mauritanie, où elle était arrivée et où elle a été admise. Elle admet qu'elle est entrée de manière frauduleuse à l'intérieur du territoire malien en compagnie des groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique et des soi-disant rebelles indépendantistes du Front de libération du soi-disant Azawad. Vous dites que le docteur des preuves Nyamsi Wa Cameroun a marqué cela comme la preuve numéro 2. Et je vous demande d'écrire preuve numéro 2, reportage de France Télévisions. Anne-Fleur Lespio, L-E-S-P-I-A-U-L-T, avoue être entré en compagnie de rebelles maliens, de terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique à l'intérieur du Mali à partir de la Mauritanie, ce qui révèle que la Mauritanie est la base arrière des rebelles maliens
La Mauritanie est la base arrière des groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique qui attaquent allègrement le Mali, qui n'attaquent pas la Mauritanie, précisément parce que celle-ci leur donne le couvert, le gîte et la couverture médiatico-politique. Est-ce que c'est bon? Preuve numéro 2. Et je pose toujours la fameuse question du docteur des preuves. Qui peut contester les révélations de la journaliste française, selon lesquelles elle est entrée au Mali à partir de la Mauritanie en compagnie des groupes rebelles et terroristes? Qui peut contester cela? Celui qui peut contester cela vient en dessous de cette vidéo, produire la contre-preuve. Parce que la journaliste, elle a déjà parlé. Son documentaire existe. Est-ce que la preuve numéro 2 est bonne? Je ne suis pas quelqu'un qui va me mettre devant mes caméras pour vous dire des choses qui peuvent vous coûter des procès en diffamation. Quand je parle, je sais sur quoi je suis assis. Comme on le dit en Bassa Bantou, quand je parle, je sais sur quoi je suis assis. Des preuves incontestables. Ça fait donc la preuve numéro 2. Maintenant, on passe à la troisième preuve. La troisième preuve, on peut l'appeler une preuve indirecte. Elle vient d'être donnée par les services officiels de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, 22 août 2025, l'agence officielle d'information russe, l'agence TASS, vient de publier une succession d'articles établissant que l'Ukraine fait entrer des drones de guerre, des armes pour les groupes terroristes à partir de la Mauritanie. À partir de la Mauritanie. Et je voudrais juste vous lire un extrait de cette dépêche de l'agence officielle TASS, l'agence d'information officielle de la Fédération de Russie, qui, au moins, on doit pouvoir le reconnaître, bénéficie de moyens d'information exceptionnellement élevés. Je vous lis et traduis un extrait des révélations de l'agence officielle TASS. L'agence officielle TASS. Alors, Ukrainian drone instructors operating in at least 5 African countries. The confirmed presence of Ukrainian drone instructors has been recorded in Mali, Sudan, the Democratic Republic of the Congo, the Central African Republic, and Chad. Moscow, August 22. TASS. Ukrainian drone instructors have been spotted in Mali, Sudan, the Democratic Republic of the Congo, the Central African Republic, and Chad, where they are coordinating terrorist attacks on government forces. Alexander Ivanov, director of the Officers Union for International Security, told TASS. The confirmed presence of Ukrainian drone instructors has been recorded in Mali, Sudan, the Democratic Republic of Congo, the Central African Republic, and Chad. In these countries, Ukrainian militants are working closely with local terrorists, supplying them with drones, including Mavic 3 drones with Ukrainian-made release systems, and providing training. Moreover, they are coordinating the militants' attacks on the position of government and allied force, Ivanov said. Traduction. Les instructeurs ukrainiens en matière de drones opèrent dans au moins 5 pays africains, selon la presse officielle russe. La présence confirmée d'instructeurs ukrainiens de drones a été identifiée au Mali, au Soudan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Tchad. Les instructeurs de drones ukrainiens ont été identifiés au Mali, au Soudan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Tchad, où ils sont en train de coordonner des attaques contre les forces gouvernementales, a révélé M. Alexander Ivanov, directeur de l'Association internationale des officiers de sécurité, une association internationale, une compagnie militaire russe rattachée au gouvernement russe.
citation de M. Ivanov, la présence confirmée d'instructeurs de drones ukrainiens a été tout à fait identifiée au Mali, au Soudan, en République démocratique, dans ces pays, les militants ukrainiens sont en train de travailler étroitement avec les terroristes locaux en leur fournissant des drones, y compris le fameux drone Mavic 3, qui sont des drones équipés de systèmes ukrainiens pendant leurs entraînements et leurs actions. Mieux encore, les instructeurs mercenaires ukrainiens coordonnent les attaques que les terroristes font contre les forces gouvernementales et leurs alliés. Entendez par leurs alliés, les alliés russes des forces gouvernementales de l'Alliance des États du Sahel. Donc, la troisième source que je viens indiquer aujourd'hui, c'est donc la source, on va dire la source russe. Mais cette source russe a complété l'information par autre chose, à savoir comment est-ce que le matériel entre. Le matériel militaire ukrainien pour les groupes terroristes entre à travers les ambassades ukrainiennes en Afrique et notamment à travers l'ambassade ukrainienne en Mauritanie. À travers l'ambassade ukrainienne en Mauritanie. Les forces armées russes qui coopèrent avec les armées du Sahel ont des informations sur l'entrée du matériel militaire ukrainien à partir de l'ambassade d'Ukraine en Mauritanie, à partir de laquelle le matériel est acheminé à la frontière mauritano-malienne et entre dans l'espace de l'AES. Ça, c'est la troisième source d'information que je voudrais citer ici. On peut l'appeler une source indirecte. Alors, quelle raison avons-nous de douter de cette source alors que nous avons déjà la source 1 et la source 2? Je réponds aucune. La source 3, qui est une source indirecte, c'est-à-dire à travers le renseignement officiel de la Fédération de Russie, cette source vient corroborer ce qui a été établi par les sources 2 et 1. Ce qui nous permet, sans risque de nous tromper, d'affirmer que la Mauritanie est bel et bien aujourd'hui un État qui est une base arrière du terrorisme qui ensanglante le Sahel et l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la première partie de notre démonstration. La première partie de notre démonstration étant bétonnée, nous passons à la deuxième partie. La question est de savoir pourquoi la Mauritanie fait-elle cela? Pourquoi le régime au pouvoir en Mauritanie se permet-il de servir de base arrière à la déstabilisation de l'Afrique noire? Je pense qu'il faut sérieusement adresser cette question. La première raison pour laquelle la Mauritanie se comporte ainsi est liée à l'histoire intérieure de la Mauritanie elle-même. Parce que la Mauritanie est dominée par une problématique politico-raciale qui a un écho sur les relations politiques entre la Mauritanie et le reste de l'Afrique. En effet, le système politique mauritanien a été organisé pour discriminer et exclure les Noirs de Mauritanie des responsabilités les plus importantes dans leur pays et même pour les exproprier de leurs terres ancestrales. De très longue date, on sait que le plus grand problème politique mauritanien est celui de l'exclusion, de la discrimination contre les Noirs mauritaniens. Mais d'où vient cette discrimination, cette exclusion systémique intérieure à la Mauritanie contre les Noirs mauritaniens? Il faut remonter au Moyen-Âge, c'est-à-dire à la traite négrière arabe. En effet, une bonne partie de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient demeure tributaire des réflexes de pensée et de comportement datant de la période où des Arabes commercialisèrent des êtres humains noirs comme on commercialise des marchandises, exactement comme la traite atlantique entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique devait avoir lieu à partir notamment du XVIe et du XVIIe siècle. Dans la psychologie populaire arabe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient demeure présente l'idée que le noir et l'esclave sont le même. Demeure présente l'idée que l'arabe de peau claire, bien sûr, est supérieur au noir de son propre pays. Pour preuve, lorsque des émeutes éclatent dans des pays comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, on voit très bien comment
les populations noires issues de l'immigration subsaharienne sont confondues dans les contrôles de police avec les populations noires autochtones de ces pays d'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y a une très ancienne problématique raciale, une problématique greffée à la traite négrière qui détermine, même inconsciemment, les comportements envers les Africains subsahariens. Ça, c'est l'origine profonde du problème, le racisme. Mais maintenant, il y a une deuxième cause qui nous permet de comprendre le comportement des dirigeants mauritaniens. À partir du moment où vous considérez en effet une partie de votre propre population comme inférieure, en raison de l'absurdité de la différence de couleur de peau, vous considérez en effet l'Afrique subsaharienne comme une région d'êtres humains inférieurs. Or, quand vous avez affaire à quelqu'un que vous ne considérez pas comme un égal, vous ne le traitez pas en égal. Vous pouvez vous permettre envers celui que vous considérez comme inférieur de piétiner toutes les règles. Puisqu'il n'y a pas grande différence entre l'animal et l'homme infériorisé, vous pouvez, face à l'homme infériorisé, renoncer à vos propres principes moraux. Vous pouvez faire preuve de duplicité, de ruse, de violence. Vous pouvez tranquillement mentir parce que cela n'est pas considéré par vous comme un péché. Les péchés n'étant valables que lorsque vous manquez de considération pour des êtres que vous considérez pleinement comme humains. Donc là, ce que j'appelle, c'est l'argument de la psychologie politique. Un certain nombre d'élites d'Afrique du Nord estiment que c'est normal d'être duplicitaire envers l'Afrique noire. Pourquoi? Parce que comme on part du principe qu'on est supérieur aux subsahariens, on part du principe qu'on peut envers eux ne respecter aucun principe moral. Un peu comme les chrétiens racistes, perpétraient la traite des Noirs, en partant du principe que ce n'était pas un péché face au Saint-Esprit, puisque au préalable, on avait exclu les Noirs de l'humanité. À partir du moment où les Noirs n'étaient pas considérés comme des êtres humains, les commercialiser n'était pas un crime, les exterminer, les massacrer, les déporter n'était pas un crime. C'était exactement le comportement que le berger peut avoir avec ses moutons, avec ses vaches ou avec ses chèvres. Donc, on voit très bien que un certain nombre de dirigeants d'Afrique du Nord ne respectent aucun principe dans leur relation à l'Afrique subsaharienne. Parce qu'ils considèrent d'ailleurs que Dieu même ne leur en voudrait pas. Puisque, a priori, l'Afrique subsaharienne ne serait pas peuplée d'êtres humains à part entière comme eux-mêmes. Cela renvoie donc à ce qu'on peut appeler la psychologie politique de la domination. La psychologie politique de la domination. Alors donc, en fait, pour les dirigeants algériens, par exemple, ou pour les dirigeants mauritaniens, sourire dans la journée aux Africains et héberger des terroristes qui tuent les Africains la nuit, c'est quelque chose de normal. Je recommence. Il faut que vous compreniez ce qui se passe dans leur tête. Ils considèrent que ce n'est même pas un péché face à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, le Dieu de la religion musulmane. Ils considèrent que ce n'est pas un péché de prier dans la même mosquée, en s'adressant au même Dieu, avec des millions d'Africains au sud du Sahara, et en même temps d'héberger dans leur pays des criminels qui viennent tuer les Africains en pleine mosquée. Pour eux, ce n'est pas un péché. Pour ces dirigeants criminels-là, qui sont à la tête de la Mauritanie et de l'Algérie, par exemple, ce n'est pas un péché de faire cela aux Africains. Ce n'est pas un péché. C'est un comportement normal. Parce que, à l'origine, il y a la négation de l'humanité africaine. Les subsahariens n'étant pas considérés entièrement comme des hommes, on peut, face aux subsahariens, comme je le rappelais, faire fi de toute morale, faire fi de toute religion. On peut se passer de cas de conscience. Le comportement des dirigeants mauritaniens envers l'Alliance des États du Sahel relève de la psychologie morale de la duplicité. C'est de la méchanceté humaine. C'est du cynisme. Ces dirigeants mauritaniens s'empressent dans la journée de rire. Ils ont des ambassades dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, notamment dans les ambassades au Sahel. Leurs ambassadeurs sont souriants. Ce sont des gens vraiment à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Ils sont polis et gentils. Mais les mêmes là, dirigeants mauritaniens, qui sourient dans la journée, avec les dirigeants maliens, burkinabés, nigériens, qui sourient avec les dirigeants tchadiens,
Ils savent que leur pays est la base arrière d'Al-Qaïda et de l'État islamique pour attaquer nuit et jour le Sahel et le déstabiliser. Donc, la raison numéro 2 du comportement de la Mauritanie, c'est la psychologie morale de la duplicité, la psychologie biscornue, la psychologie de Shaitan, la psychologie du calomniateur de l'ennemi déguisé qui s'habille en ange de lumière et qui est en réalité est un démon cornu. Belzébout. Shaitan. C'est la méthode de Shaitan. Dans la journée, salam alaikum mon frère. La baisse, la baisse. La baisse, la baisse. Dans la nuit, on arme Al-Qaïda, on arme l'État islamique pour attaquer le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour attaquer le Nigeria, pour attaquer le Cameroun, pour attaquer le Tchad, on arme. Et quand on apprend qu'il y a eu des attaques terroristes, on écrit des messages de condoléances. Le gouvernement mauritanien adresse à son peuple frère du Mali ses condoléances les plus attristées. Wallahi billahi ta'ala, ça nous fait mal ce qui vous arrive. Il a fallu du temps pour que les gens comprennent que c'est à ça que jouaient les dirigeants algériens. L'Algérie qui a été aidée par le Mali pour combattre le colonialisme français. L'Algérie qui a donné son territoire au Mali. Pardon, l'Algérie qui a reçu le territoire malien comme base arrière pour combattre le colonialisme français. C'est elle qui héberge Iyad Agali, des branches entières d'Al-Qaïda pour attaquer le Mali. C'est elle qui abat les drones maliens combattant les terroristes. C'est elle qui sert de base arrière à l'Ukraine, à Al-Qaïda, à l'État islamique pour attaquer le Mali. Pourtant, cette Algérie, dans la journée, disait « Nous voulons simplement le respect de l'accord d'Alger. Il faut respecter l'accord d'Alger. Vraiment, l'Algérie, wallahi billahi ta'ala, l'Algérie est à vos côtés. » Comment vous êtes à nos côtés si il y a Agali qui tue nos frères, nos enfants, nos femmes, nos vieillards, est bien hébergé chez vous? Comment vous êtes à nos côtés si vous êtes en colère quand les terroristes sont défaits à Kidal? Comment vous êtes à nos côtés si vous faites ami-ami avec nos pires ennemis? Oh, dirigeants algériens, honte à vous. Dirigeants mauritaniens, honte à vous. L'Afrique connaît votre jeu. Votre jeu est à nu.